N'aie pas peur, bébé Louis. C'est juste un policier qui fait son travail. Salut les amis! Je vous souhaite la bienvenue au commissariat. As-tu vu le policier, le policier, le policier? As-tu vu le policier qui est là pour nous protéger? Oui, je suis le policier, le policier, le policier. Oui, je suis le policier, je suis là pour vous protéger. Hey petit, tu vas apprendre à dire bonjour comme un vrai policier? Voilà comment on fait. Plus que jamais, elles sont scrutées, filmées, critiquées. Les forces de l'ordre viennent de traverser 6 mois de tempête entre la réforme des retraites et la mort de Noël. Une séquence qui a mis un coup de projecteur sur des méthodes qui ne font pas l'unanimité. Alors forcément, une question ressurgit. Faut-il réformer la police? Voici 3 pistes régulièrement évoquées. L'anomalie de la police française, c'est la très courte formation pour y accéder. Pour devenir gardien de la paix, il suffit de 12 mois en école, un cursus qui a été réduit à 8 mois ces dernières années pour accélérer le recrutement. Chez nos voisins européens ou au Canada, il faut 2 voire 3 ans de formation qui se poursuivent souvent à l'université. À ce sujet, Charlie Hebdo révélait le 12 juillet dernier un rapport remis à la DILCRA, organisme public chargé de lutter contre les discriminations, et depuis est resté lettre morte. Selon les policiers et les chercheurs auditionnés, il faudrait que cette formation soit non seulement plus longue, mais aussi plus large. Il est préconisé par exemple d'enseigner les sciences sociales aux futurs recrues. Aujourd'hui, il y a une demi-douzaine d'heures consacrées à la sensibilisation aux discriminations. Autre point sensible, les contrôles aléatoires qui ne sont pas si aléatoires. En France, les jeunes hommes noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances d'y être confrontés dans la rue, selon une étude menée par le Défenseur des droits. En 2012, François Hollande avait trouvé une solution à cela, déjà pratiquée à l'étranger, la remise d'un récépissé à la personne contrôlée, un traçage qui permet de porter plainte en cas de contrôle abusif et qui, mécaniquement, devrait diminuer la fréquence de cette pratique policière. Mais l'idée a rapidement été abandonnée, les syndicats de police la jugeant trop contraignante et même stigmatisante pour les forces de l'ordre. Pourtant, rien ne prouve que multiplier les contrôles diminue la criminalité. En Espagne, l'usage de ce récépissé a même entraîné des contrôles moins nombreux, mais plus efficaces. Enfin, il y a la police des polices, l'IGPN. Ses moyens sont limités et son indépendance est même remise en doute car elle dépend directement de la direction de la police nationale. Ici aussi, certains veulent s'inspirer de l'étranger. Il est recommandé, par exemple, de la rattacher au ministère de la Justice ou d'y inclure des magistrats. Au Québec, par exemple, ce service, appelé Bureau des enquêtes indépendantes, est dirigé par un juge à la retraite ou un avocat du barreau. Évidemment, il y a plein d'autres idées sur la table. Les rapports et les études sur le sujet ne manquent pas en France. Mais encore faut-il une volonté politique et beaucoup de courage, car en face, il y a les redoutables syndicats de police. En 2020, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'y était frotté après la mort de Cédric Chouviat, un bras de fer raconté récemment par Complément d'enquête et qui lui aurait même coûté son poste. Après coup, le ministre en a même tiré une conclusion, les syndicats ont eu ma peau. Article R434-11 du Code de la sécurité intérieure. Le policier et le gendarme accomplissent leur mission en toute impartialité. Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos, de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du Code pénal. On va charger le gamin, on va maquiller la bavure et on va couvrir le collègue. C'est considéré comme un crime, c'est passible des assises et de 15 ans de prison ferme. Qu'est-ce qui pousse un journaliste de 29 ans à consacrer plus de 2 ans de sa vie à infiltrer les rangs de la police? Partir du principe qu'il n'y a qu'un voyage clandestin dans un commissariat qui peut permettre de voir ce qu'on ne voit jamais. La police fait face à 2 grands tabous.
les violences policières d'un côté, et de l'autre, tout ce qui est lié aux conditions de travail, au mal-être policier de manière générale. Et moi, j'avais simplement envie de montrer, de raconter le quotidien d'un policier dans un quartier populaire. Vous démarrez par l'école de police. Cette formation, elle va durer 12 semaines. C'est quoi qui va vous frapper le plus ? C'est le fait qu'en 3 mois seulement, je vais avoir une habilitation pour porter une arme sur la voie publique, donc marcher dans la rue en uniforme de policier, avec une arme à la ceinture. Et je me dis, waouh, c'est vraiment de la police low cost. Le cours, par exemple, sur les violences conjugales, ça dure 3 heures, c'est à la fin de la scolarité. Et les 3 heures là, ça ressemble un peu à un cours d'anglais de fin d'année, vous voyez. Donc il y a 1 heure théorique, et les 2 heures qui restent, c'est consacré à la projection d'un film. Autre aspect qui montre que cette formation-là, elle était low cost, c'est le 1% environ consacré au code de déontologie. Donc le code de déontologie, c'est ce qui régit les pratiques des policiers et des gendarmes en France. Le 24 novembre 2017, après 3 mois d'études, vous obtenez votre concours d'ADS, adjoint de sécurité. Vous êtes officiellement flic. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Ça faisait que 3 mois que j'étais dans la police, mais j'avais tellement peur de me faire griller pendant l'école, que je me suis dit, bon, je vais enfin m'échapper de cette école-là. L'idée, c'était de faire 3 mois d'école, 6 mois de commissariat et fin de l'infiltration. Et en fait, ça a duré bien plus longtemps parce qu'on m'a affecté dans un service qui s'appelle l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Ça a duré 15 mois. Au bout d'1 an environ, je me dis, mais il me reste presque plus de temps à végéter ici. Donc je demande un commissariat dans un quartier populaire. Et je me retrouve dans le 19e arrondissement, c'était mon premier vœu. Est-ce que vous vous sentez prêt ? Est-ce que vous savez manier une arme à ce moment-là ? Juste avant d'aller au commissariat, je vais sur YouTube pour trouver un tuto qui m'explique comment est-ce qu'on met en service une arme de policier, parce que c'est une chose que j'ai complètement oubliée depuis 15 mois. Elles sont comment ces premières heures ? Je suis juste stupéfait, parce que rapidement je vois un policier, donc un de mes nouveaux collègues, qui va frapper un gardé à vue. Le gardé à vue demande à aller aux toilettes, et il se fait frapper. Puis ensuite, je me retrouve devant la porte du commissariat, donc je fais la permanence. Et une femme vient pour déposer une main courante pour des violences conjugales. Son mari l'a menacée de mort. Et le policier qui est avec moi, qui m'accompagne, va dire à cette femme, si ça se reproduit, vous revenez nous voir. Et je me dis, wow, dans quel monde j'arrive ? J'ai assisté régulièrement à des violences. Elles sont toujours faites à l'encontre de personnes noires, d'origine arabe ou des migrants. Toujours. Des migrants, j'en ai vu plusieurs, 3, 4, se faire conduire dans un fourgon, se faire tabasser dans le fourgon, et puis ensuite on va les relâcher à 4 ou 5 km du lieu où on les a interpellés. Ce qui est le plus frappant, c'est que c'est systématiquement des violences qui sont sous les radars. C'est-à-dire qu'elles n'apparaissent jamais sur les ondes radio des policiers, elles ne sont jamais écrites. Ça se passe toujours dans des moments où les policiers ont un peu les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. Donc c'est choquant évidemment de voir ces violences-là. C'est le fait d'une minorité de policiers. Ce qui est extrêmement surprenant, c'est que la majorité des policiers qui fassent partie de la hiérarchie policière ou qui fassent partie de simples collègues ne disent rien devant ça. Et parfois d'ailleurs, ils ne cautionnent pas ces violences-là. Ils ne les cautionnent pas, mais ils disent rien. Il y a ce mot qui est aussi récurrent dans ce livre, c'est le mot bâtard. Les bâtards, c'est le mot générique pour désigner des personnes qui sont souvent des jeunes hommes noirs, d'origine arabe ou des migrants. C'est le mot qu'on utilise entre policiers. Ça va aller jusqu'où, ces violences ? Et un mardi après-midi, on est appelé parce que des jeunes en bas d'un immeuble ont mis du son sur une enceinte amplifiée. On se rend sur place, on demande aux 6 adolescents de couper le son, ce qu'ils font. Ensuite, on va procéder à leur fouille, on va les palper. On était sur le point de partir puisqu'on avait fait cesser l'infraction et le policier est allé voir l'adolescent, lui a dit « il y en a marre de venir pour ces choses-là, vous croyez qu'on a que ça à foutre ?» Et il lui tapote la joue. Donc évidemment, l'adolescent, il est humilié, il est devant ses potes, il va le provoquer, et le policier va le provoquer à son tour et va commencer à frapper. Et puis ensuite, ça va très très vite. Dans la voiture, il a été tabassé, et au commissariat, il a été frappé à nouveau. Le soir même, un policier va rédiger un procès-verbal. Dans le procès-verbal, à aucun moment, le policier n'a frappé, à aucun moment, le policier n'a insulté. Par contre, on va charger le gamin. On va maquiller la bavure, et ça s'appelle un faux en écriture publique. C'est considéré comme un crime. C'est passible des assises et de 15 ans de prison ferme. Les 3 policiers sont auditionnés, donc moi et les 2 autres, et on va couvrir le collègue. On va simplement reprendre les éléments qu'il y a dans le faux PV. Pourquoi, vous, infiltré, vous allez en arriver à couvrir votre collègue ? Pourquoi ? Parce que dans la police, on balance pas. Celui qui balance, ça devient le traître, et du coup, on va le mettre au placard. J'ai tous les éléments pour raconter une bavure. Et puis je me dis, là, en faisant ça, en prenant ce risque-là, c'est que ça permet à terme de pouvoir délier des langues et de pouvoir
raconter et pouvoir dénoncer 1000 autres bavures de ce genre-là. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Il y a la dissociation dans ma tête. C'est d'un côté le policier qui se dit j'ai fait mon devoir de policier, c'est-à-dire que j'ai été corporatiste, j'ai couvert, j'ai aidé, j'ai épaulé mon collègue. Et de l'autre, il y a le journaliste, il y a le citoyen qui se dit waouh, là dans quoi est-ce que je me mets, dans quel képier est-ce que je suis en train de me fourrer? Donc il y a cette vraie dissociation à ce moment-là. Est-ce que le fait qu'une voiture de police mette la sirène, les gyrophares, juste à des fins personnelles, est-ce que c'est un mythe, ça? Je peux vous raconter l'anecdote d'un midi, un déjeuner, où un policier qui était dans la voiture voulait impérativement aller manger dans une boulangerie qui se trouve à l'opposé de Paris. Du coup, on a traversé tout Paris, on a fait l'aller avec les gyrophares hurlants et le retour avec les gyrophares hurlants. Et sur la route, les voitures se rangeaient, se garaient sur le côté un peu comme elles pouvaient, juste pour nous laisser passer. Et pour autant, vous ne cherchez pas à les juger, mais plutôt à les comprendre. Pourquoi ? La police, en 2019, c'est 59 suicides. C'est juste colossal, c'est le deuxième métier en France où il y a le plus de suicides. Tellement de suicides d'ailleurs que les sociologues parlent de sursuicide. Fin du printemps de l'année dernière, un policier du 19e arrondissement va se suicider. Donc ça, moi j'assiste en première ligne au suicide d'un policier que je ne connaissais pas parce qu'il ne travaillait pas avec moi. Il y a un vrai mal-être chez les policiers. Les conditions de travail dans la police, elles sont compliquées. Le commissariat est vétuste. Les voitures ne fonctionnent pas. Le matériel, des fois, il ne fonctionne pas non plus. De l'extérieur, les syndicats de police, même le ministère de l'Intérieur, vont défendre la police. Mais quand on est à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a quand même cette grande coupure-là entre la hiérarchie et les policiers de tous les jours, les policiers d'arrondissement, les policiers de quartier, de toutes les villes en France, je pense. Est-ce qu'on ressort de la police comme on y est entré ? Au bout de 3-4 mois, c'est la police qui rentre dans ma peau, c'est la police qui s'infiltre en moi, ouais. Parce que je me mets à parler comme mes collègues, parce que quand on est en voiture, les personnes noires d'origine arabe ou les migrants, je les appelle aussi les bâtards. Les gens qui sont en garde à vue, je les tutoie. Donc effectivement, la police pénètre tous les pores de ma peau, oui. La part d'insouciance en moi, je pense qu'elle est définitivement terminée. Ça va laisser des traces dans mon être. Article R434-12 du Code de la sécurité intérieure. Le policier ou le gendarme ne se dépare de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans et en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ces relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. Je m'appelle Laurent Nguyen, j'ai 44 ans, gardien de la paix et affecté en CRS depuis 12 ans. Moi, j'ai pris la décision de rentrer dans la police quand j'avais 30 ans. J'avais des idées assez proches de l'extrême droite et pour moi, la sécurité était la première des libertés qu'on devait garantir. On a tendance à considérer que les manifestants sont complices des casseurs. Puis c'est une manière de se protéger psychologiquement, de se dire bon, de toute façon, voilà, ils n'avaient qu'à pas être là. Il y a un ordre de dispersion, il y a des casseurs, ils restent à côté des casseurs, donc ils sont complices. Donc le droit de manifester, bon, ça fait partie de la loi, effectivement, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir des manifs tout le temps. Il y a des gens qui sont élus, si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. J'étais dans ce logiciel-là, ça m'allait très bien. J'étais très vite déçu en CRS déjà de ne pas trouver la cohésion que j'espérais trouver. Quand vous arrivez, que vous pensez sauver la France, que vous êtes confronté aussi au désespoir de certains collègues dans ces commissariats qui travaillent dans des conditions abominables.
C'est difficile à vivre en tant que policier, ce sentiment d'impuissance. J'ai le souvenir d'une mission à Calais. Et on intervient un matin très tôt pour évacuer des migrants qui dorment dans la forêt. Et j'ai en face de moi un garçon qui a 3 ans, qui a l'âge de mon fils. Et moi, je pense à mon fils. Et quand tu laisses ton humanité ressortir, tu dis, c'est quelle injustice pour cet enfant d'être là, quoi, de dormir dans une forêt boueuse à Dunkerque. C'est pas normal qu'on en arrive là. Moi, j'en suis arrivé à vivre une très très profonde dépression. Je passais pas loin de me foutre en l'air. Et donc moi, après avoir vécu cette période où je prends le choix que mon fils est un père, qu'est-ce que je peux lui transmettre ? Au départ du mouvement des Gilets jaunes, j'ai tout de suite éprouvé de la sympathie pour ces gens parce que c'était des revendications qui semblaient être tout à fait légitimes. Je pense que beaucoup de policiers ont ressenti aussi cette sympathie, cette proximité. On l'a fait, ça suffit pas ? Non, encore un petit peu. Il y avait une gêne chez beaucoup de mes collègues. Et quand on a eu les premières scènes de violence qui ont été diffusées dans les médias, moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait une forme de soulagement chez certains policiers. Parce que ça leur permettait de régler un petit peu ce problème de conscience en désignant un ennemi. Moi qui avais pris parti publiquement au sein de ma compagnie en faveur des Gilets jaunes, parce que je défendais leurs revendications qui selon moi étaient justes, j'ai commencé à avoir des collègues qui m'ont pris à partie en me reprochant de soutenir les Gilets jaunes, parce que si tu soutiens les Gilets jaunes, tu soutiens les casseurs. C'est pas nous que vous protégez les milliardaires. Vous avez des gens qui peuvent même plus offrir de cadeaux de Noël à leurs enfants, qui peuvent pas les emmener en vacances, qui perdent leur boulot, qui savent pas comment ils vont s'en sortir, qui ont plus d'espoir. Est-ce qu'on peut comprendre aussi qu'à un moment donné, ils puissent péter les plombs ? Alors il y en a qui disent que réfléchir, c'est désobéir, ou alors qu'il faut pas avoir d'état d'âme. Mais moi, je veux pas me priver de mon âme, je veux pas me priver de ma conscience. Et moi, on m'a souvent reproché d'être un idéaliste, comme si c'était une tare. Aujourd'hui, je le revendique, oui. Oui, j'ai des idéaux, et aujourd'hui, oui, mes idéaux comptent plus que ma carrière, et comptent plus que mon avenir personnel. Si je dois perdre mon boulot, je perdrai mon boulot. C'est trop précieux pour moi de m'être trouvé, d'avoir trouvé mon humanité pour courir le risque de la perdre. Article R 434-14 du Code de la sécurité intérieure. Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toutes circonstances, d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. Au sein même des forces de l'ordre, des manquements aux principes de sécurité ont pu être constatés. Bien malgré lui, Renaud, policier à Paris, peut en témoigner. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le tir de flashball sur l'arrière de ma cuisse. Donc voilà, c'est un gros bleu. Ce 8 décembre, lors de la 4e manifestation des Gilets jaunes, il n'est pourtant pas mobilisé. Il se rend incognito dans une des rues qui mènent à l'Arc de Triomphe pour observer le travail de ses collègues. Je voyais une foule qui était très hétéroclite. Il y avait des prêtres, il y avait des bonnes sœurs, il y avait des mamans, des papas, des pères de famille, il y avait quelques enfants. Et ça commençait à se rassembler dans une bonne ambiance. Moi, ce que j'ai vu, à ce moment-là, dans ce lieu précis, il n'y a pas eu de sommation. Une fois que le canon à eau était tourné vers nous, il a été utilisé. Les lacrymos ont été lancés et les flashballs ont été lancés aussi. Il y a quelqu'un dans le dispositif de la police qui doit dire « reculez, sinon nous allons engager la force ».
J'aurais entendu des sommations. Évidemment, j'aurais invité le plus de personnes à dire « Bah non, mais vous avez entendu, là, il faut qu'on s'en aille. S'ils nous demandent de partir, ça veut dire qu'ils vont pas le répéter 10 fois. Il faudra y aller. » Selon Renaud, à ce moment-là, les CRS n'ont pas respecté les règles d'engagement de la force. Lui-même n'a pas eu le temps de partir. Vu ce que je prends moi dans la cuisse, c'est sûr que si ça atterrit dans la tête, ça peut faire un petit scalp. Ça peut être très dommageable. Anthony Caillé sur notre antenne, il y a une demi-heure, le témoignage d'un jeune homme de 19 ans de Montreuil, près de Paris. Il a perdu un œil, dit qu'il ne participait pas aux émeutes. Ce n'est pas parce qu'on est jeune et qu'on vient des quartiers populaires qu'on est un émeutier, dit-il. Que lui répondez-vous aujourd'hui ? Je lui réponds qu'aujourd'hui, notre institution, elle traverse une crise, et pas que l'institution policière d'ailleurs, les institutions de la République, et notamment celle de faire en sorte que tout citoyen soit en sécurité. On le voit bien depuis les manifestations pour la COP, loi travail, retraite, gilets jaunes. La violence est grandissante dans la gestion du maintien de l'ordre. La faute à quoi, je pense, aux armes utilisées, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, je pense qu'effectivement, quand on a un gouvernement qui a un discours guerrier, un discours martial à longueur de jour, et ben, tout ça, ça crée des tensions. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mésusage, en tout cas, de l'armement dans la police nationale, ça c'est sûr. Utiliser un LBD dans une manifestation, pour moi, c'est à proscrire. Votre hiérarchie est en cause aussi. Je vous pose la question parce que vous me voyez venir, le directeur de la police nationale, votre patron Frédéric Vaux, a dit à propos de l'incarcération d'un policier de la BAC à Marseille qu'avant un procès, un policier n'avait pas sa place en prison. Est-ce qu'il s'est placé au-dessus de la justice ? Alors, au-delà de l'aspect réglementaire qui impose à tout policier, et aussi bien au premier policier de France, un devoir de neutralité, une obligation de neutralité, je pense que ces paroles ne sont pas de nature à apaiser ce qui est en train de se passer dans le pays. Il y a un problème aujourd'hui entre la police et la justice ? Non, il n'y a pas de problème. Il y a une méconnaissance du monde judiciaire de la part des policiers. Les jeunes policiers ne sont pas formés au monde judiciaire. Il y a un manque de transparence, il y a un manque de connaissances, il y a un manque de formation. Ces gens-là ne se parlent pas, mis à part les enquêteurs qui font de la police judiciaire. Mais c'est un monde complètement différent et il n'y a pas de contact en fait entre le policier de terrain, celui qui bosse dans les commissariats, le gros des troupes, et le monde judiciaire. Et donc il y a une méconnaissance et il y a une crainte en fait de l'autre. Donc c'est la formation qu'il faut changer aussi ? Comment ? Oui, je pense que la formation chez nous, elle n'est pas assez longue, elle n'est pas assez pertinente. Il faut absolument ouvrir les écoles au monde de la société civile. Il faut faire rentrer des gens dans les écoles, des représentants de la société civile, des avocats, des magistrats, notamment pour développer tout ce volet judiciaire, juridique, et savoir ce qu'est le travail en fait d'un magistrat. Parce que là aujourd'hui, on fait peser la faute sur les épaules d'un juge d'instruction, mais le juge d'instruction, il n'est pas tout seul. D'ailleurs, il prend cette décision sur quel fondement et sur quel socle ? Sur une enquête de police. D'accord, sur un dossier, sur des éléments de policiers qui lui ont été donnés, et c'est là-dessus qu'il va fonder son jugement. Et son jugement, il le fait pas tout seul. Il a ses pairs autour de lui, il demande, en tout cas, il amène de la réflexion auprès de ses collègues, il a une hiérarchie, et surtout, aujourd'hui, il y a un juge des libertés et de la détention qui est là pour contrôler justement la légalité des faits. Vous faites confiance aujourd'hui au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour résoudre cette crise et pour mener à bien peut-être cette réforme-là ? Est-ce que je lui fais confiance ? J'avoue qu'en tout cas, je ne comprends pas la position aujourd'hui de l'institution et du gouvernement qui est assez un gouvernement taiseux là, sur ce qui s'est passé, notamment sur la sortie du directeur général de la police nationale. Je pense que le gouvernement ne doit pas faire l'impasse de communiquer là-dessus, il doit prendre ses responsabilités. En disant quoi ? Quelle responsabilité ? En replaçant les choses là où elles doivent être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un état de droit, que ce que demandent certains policiers, certains syndicats de policiers, d'avoir une justice d'exception à l'endroit des policiers, c'est pas aujourd'hui entendable, c'est pas acceptable. Ce serait grave dans une république, dans une démocratie. Que par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est un métier qui est en extrême souffrance. On n'a qu'à le voir notamment sur le taux d'arrêt maladie et le taux de suicide dans notre profession extrêmement importante. Mais à force de demander aux policiers de ne faire que des missions
répressive, punitive, c'est pas tenable. Vous avez un chercheur d'ailleurs qui a fait un article là-dessus chez vos confrères. C'est pas tenable aujourd'hui. Quelqu'un qui va tous les jours se lève pour administrer des punitions et faire de la répression, il rentre pas chez lui indemne. Le gouvernement, peut-être lui, a l'impression qu'il ne pourrait pas gouverner s'il n'avait plus sa police. C'est peut-être effectivement une logique gouvernementale et c'est peut-être une crainte du gouvernement. C'est quelque chose que vous regrettez, ça, le fait qu'aujourd'hui la police n'a plus qu'une mission répressive? Ah bah complètement, oui. Mais enfin, la Cour des comptes a rendu un rapport il y a quelques semaines. Il y a encore plus 30% de démissions dans la police nationale de 2022 comparé à 2021, hors départ en retraite. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un malaise profond chez les policiers. Des arrêts maladie en pagaille, mais ça c'est pas que en ce moment, c'est tout le temps. Des suicides bien au-dessus de la norme nationale dans les autres professions. Des départs en masse. Évidemment, il y a un souci. Je veux dire, si personne là aujourd'hui n'ouvre les yeux et se dit il y a un problème dans l'institution. Aujourd'hui, on a déshabillé complètement les compagnies républicaines de sécurité pour mettre en place des Bravem, des CSI, des BAC. On arrive, on connaît ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on arrive sur des drames qu'on a pu voir notamment sous les Gilets jaunes, mais qu'on peut voir encore aujourd'hui, parce qu'il y a un mésusage de la force, de l'armement, ce qui n'est pas le cas quand on emploie des forces qui sont formées à ça, ce qui n'était pas le cas en tout cas il y a encore 10 ans. Article R434-16 du Code de la sécurité intérieure. Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler. Sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public. Aujourd'hui sur Blast, une fois n'est pas coutume, nous recevons des policiers. Bonjour Agnès Naudin. Bonjour. Vous êtes capitaine de police et porte-parole du syndicat FSU Intérieur. Bonjour Fabien Billéran. Bonjour. Donc vous êtes officier de police judiciaire au STUPS. Et ensemble, vous avez écrit ce livre, Police, la loi de l'Omerta, publié au Cherche Midi, un ouvrage de témoignage avec un sous-titre « Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule ». Alors ma première question, elle est un peu facile. Pourquoi avoir décidé de l'ouvrir, votre gueule? Je te laisse répondre. Parce qu'on considère qu'il y a urgence, tout simplement. On a rencontré beaucoup de policiers au travers de nos différentes carrières et on s'est rendu compte que tous ceux qui essayaient de porter à la connaissance de leur hiérarchie des dysfonctionnements, voire des délits ou des crimes, se faisaient écraser, tout simplement en interne. Particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est la prévention du suicide, puisque toutes ces situations poussent aussi à la souffrance des policiers. Et voilà, on a décidé de l'ouvrir pour justement essayer de changer les choses, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de cet état de fait. Donc, ce dont on parle, c'est de racisme, de violence, de harcèlement, de corruption et parfois de faux en écriture, donc des faits qui sont très graves. Et en fait, ce que vous nous racontez, c'est que quand des policiers sont confrontés à ce genre d'agissement par leurs collègues, quand ils essaient de faire remonter,
souvent ça se passe très mal pour eux. Ça se retourne contre eux. Et comment c'est possible ça ? C'est possible parce que généralement, la première étape, c'est qu'ils sont isolés. Donc déjà, ils sont exclus du groupe puisqu'ils ont osé dénoncer, ils ont osé parler ou en tout cas rapporter à un supérieur quelque chose qui s'est fait de manière pas correcte. Entre le pas correct et le non déontologique, après, tout dépend de ce qu'on dit. Et donc la première étape, c'est l'ostracisation, l'isolement. On exclut complètement. Ça dure un certain temps. Généralement, soit ça peut s'accélérer, bien évidemment, mais ça dure, quand je dis ça dure dans le temps, c'est-à-dire que toutes ces étapes-là, ça peut prendre des années. Et si le fonctionnaire tient bon et qu'il tient quand même à dénoncer les choses et qu'il porte plainte ou qu'il fait une main courante, des choses qui sont... on va dire, officielles et auxquelles on ne peut plus échapper. Là, dans ces cas-là, ça se retourne contre lui, c'est-à-dire que soit on va l'accuser, lui, de dénonciation calomnieuse ou d'avoir lui-même fait l'infraction qu'il dénonce, ou alors on monte des procédures de toutes pièces aussi. On invente des infractions où on se sert d'un micro-événement pour en faire quelque chose qui n'existe pas, mais pour pouvoir... entre guillemets l'acculer ou en tout cas je pense lui faire peur et le faire rentrer dans une voie auquel il pensait pas. Ça c'est ce qu'on voit avec Jean-Marc. La troisième étape, généralement il y a un arrêt maladie qui arrive très rapidement, avant, après, pendant et puis après l'arrêt maladie, quand on n'arrive pas à sanctionner le dit lanceur d'alerte, on se débrouille pour l'exclure et pour le sortir par le biais de l'instrumentalisation de la médecine chez nous. Ils se servent de la médecine du travail. Exactement. Pour pouvoir pousser les gens vers la sortie. Voilà, ils nous mettent on est inapte, on est en disponibilité d'office pour raison de santé. Voilà, généralement le inapte ayant après ses réformes, retraite anticipée, tout dépend de l'âge de la personne. Et là, c'est l'emballement de la machine administrative. Généralement, comme il est en arrêt maladie, le fonctionnaire il se retrouve tout seul chez lui à voir 15 médecins et à enchaîner les rendez-vous médicaux sans trop savoir comment il peut s'en sortir. Il ne peut pas se rapprocher d'un avocat parce que souvent ça coûte cher. Enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps, ça coûte cher en fait. Les syndicats, là, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Donc c'est cet ensemble de choses qui fait que le délistement, il se fait de manière progressive souvent. C'est pas quelque chose qui est brutal d'un coup. Voilà, pour moi, il y a un vrai phénomène d'usure. Cette usure, elle est d'autant plus problématique qu'elle a des conséquences sur la santé mentale des policiers, qui, au-delà de perdre le sens à ce qu'ils font, puisque quand on rentre dans la police et qu'on constate des délits ou des crimes et qu'on ne peut pas les signaler, c'est quand même moralement très compliqué de se dire pourquoi je suis rentré dans la police, en fait, si je ne peux pas œuvrer pour ce pourquoi je suis rentré. Alors, pourquoi la hiérarchie fait ça ? On a du mal à comprendre. C'est plus simple de couper la tête qui dépasse plutôt que de s'occuper de tous les ripoux ou tous les brebis galeuses. Je dirais pas ça parce qu'en fait, des brebis galeuses, il y en a pas tant que ça. C'est pas le gros de la masse. On va dire c'est une toute petite minorité. Sauf que je pense que dans la majorité, ce qu'on va appeler le ventre mou, ils ne disent rien. Donc là, il y a de l'autocensure. Beaucoup de suivisme, on ne veut pas se mettre à dos les collègues, on ne veut pas être mal vu. C'est ça, on ne veut pas soi-même être dans le viseur, parce qu'on sait qu'une fois qu'on est dans le viseur, ça devient compliqué, qu'on n'a pas de prime, qu'on n'a pas d'avancement, qu'on n'a pas de mutation. Donc là, il y a le côté un peu individualiste qu'on a dans la police, et je pense qu'on a moins dans la gendarmerie, qui sont beaucoup plus dans le collectif. Et ça, chez nous, c'est assez prégnant. Et puis ensuite, il y a la partie de la hiérarchie qui, effectivement... Il y en a qui ne laisseront pas passer et qui vont se battre, entre guillemets, pour. Sauf que celui qui va le faire, il va se mettre à dos tous ceux qui sont en dessous. Et donc là, ça devient compliqué parce qu'après, c'est les syndicats qui s'en mêlent. Donc en fait, c'est un ensemble de choses qui n'ont pas forcément de lien entre elles, mais quand on les met ensemble, au final, on comprend pourquoi c'est plus simple d'écarter celui qui fait chier plutôt que de résoudre le problème. La culture du chiffre aussi, qui a beaucoup, je pense, eu une incidence très notable sur le comportement aussi des policiers. C'est-à-dire qu'au départ, un policier qui fait bien son boulot, qui rentre parce qu'il a la volonté de bien faire et qui a une vocation, parce que c'est vraiment des métiers à vocation, quand il rentre et qu'en fait on lui explique que pour pouvoir avoir une prime collective dans le groupe,
il faut faire beaucoup de ce qu'on appelle les MAD, les mises à disposition. Ça veut dire constater une infraction sur le terrain, à ramener la personne au poste de police et le présenter à un officier de police judiciaire. À un moment donné, ce qu'on a appelé la bâtonnite, c'était ça. C'est-à-dire, en gros, vous avez ramené combien de mecs ça, c'est au commissariat. Sarkozy, la politique du chiffre. Ça a commencé avec les années, même avant d'ailleurs. Ça a commencé avant, mais en fait, on dit qu'on a arrêté, mais en réalité, c'est resté un peu dans les mœurs parce que ça fait partie, c'est un critère d'évaluation de l'activité policière. Et ça, on l'a pas forcément enlevé. Et je pense qu'en fait, ça a induit des comportements qui sont restés et qui sont maintenant entrés dans cette culture-là. Donc en fait, entre deux services, on va créer des jeux de concurrence, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être quand même meilleur que les autres. Et dans il faut être meilleur que les autres, et parfois, on va arriver à faire des comportements qui sont pas déontologiques, voire délictueux, pour réussir à remplir des objectifs. Et quelque part, qui sont encouragés par ce système-là. Exactement. Et donc, quelque part, punir ceux qui font ça, c'est aussi reconnaître soi-même la responsabilité de l'acte qu'on a induit. Et donc là, ça veut dire que ce serait aux politiques de reconnaître que c'est lui-même qui induit ce comportement-là des policiers. Ce que vous nous dites, c'est que la police, l'état dans lequel elle est, la façon dont elle se comporte avec la population, c'est une conséquence directe de choix politiques. Oui. Complètement, et je pense que je serais un peu plus dur qu'Agnès, on va dire, sur la politique du chiffre, puisqu'il faut savoir que bien sûr, Nicolas Sarkozy, à l'époque, en a largement bénéficié, puisqu'il a utilisé les chiffres de la police, on va dire, pour se mettre en avant médiatiquement et se placer politiquement. Mais là, le ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, il fait 2 fois plus d'interpellations de consommateurs de stupes qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc on se rend compte que la politique du chiffre est toujours présente et que les objectifs et les indicateurs voulus par le ministère de l'Intérieur n'ont pas de sens. Puisque quand on s'attaque aux consommateurs, on ne s'attaque pas à la criminalité organisée, on ne s'attaque pas au trafic, on ne s'attaque pas à tout un tas d'autres choses. Et surtout, on monopolise du temps de travail des policiers qui pourrait être beaucoup plus utile à d'autres choses, notamment les atteintes aux personnes, les violences conjugales ou tout un tas d'autres infractions où les victimes sont vraiment en demande d'une réponse. Et là, on emploie majoritairement des policiers à faire de la bâtonnite, c'est-à-dire cocher des bâtons dans les tableaux statistiques pour dire, voilà, regardez la police aujourd'hui... Statistiques qu'on peut ensuite publier. Exactement. Mais qui sont publiées et puis qui servent en fait toute la machine. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'explique Stéphane Lemercier. Il l'explique très bien quand il faut trouver, entre guillemets, des points de deal artificiels sur la commune pour que la commissaire remplisse, elle, ses objectifs vis-à-vis de son directeur. Parce que ça permet aussi, alors en infraction de stupéfiants ou autre, de dire sur mon territoire, il y a tant d'infractions là-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut que je mobilise plus de monde. Donnez-moi des effectifs, donnez-moi des moyens, donnez-moi de l'argent, donnez-moi ce que vous voulez, mais c'est ce qui va justifier tout, c'est-à-dire les moyens humains, les moyens financiers pour pouvoir faire son boulot. Donc c'est le serpent qui se mord la queue en fait, et on peut difficilement sortir de ça. Quand on vous entend, ça fait penser un petit peu à la situation de l'hôpital public, où il y a une tarification à l'acte, et du coup les hôpitaux sont obligés de justifier un certain nombre d'actes pour pouvoir avoir des moyens financiers afférents. Et c'est là où il y a un problème. Le résultat, c'est qu'on a un travail policier qui est axé sur la quantité, mais pas du tout sur la qualité. Et ça, c'est au détriment des citoyens qui attendent autre chose du service public de sécurité que représente la police. Mais comme pour l'hôpital. La police est un service public. Tout à fait. Bien de le rappeler. Ce livre, il consiste il y a une demi-douzaine de témoignages de différents policiers dans différents corps, CRS, OPJ. Il y a vos témoignages à vous deux. C'est les seuls rédigés à la première personne. Oui. Parce que j'imagine que c'est vous qui avez fait le livre. Donc, il y a une différence entre les témoignages des autres et les vôtres. Et alors, ce qu'on découvre avec ces témoignages-là, il y a vraiment une description précise des mécaniques d'ostracisation, d'écrasement, de souffrance au travail. C'est le mot. La police, il y a une vraie souffrance au travail qui se traduit donc par des suicides importants. Et pourtant, c'est une parole qu'on entend très peu. Alors que la police est un sujet majeur et médiatique et de société, il y a des gens qui critiquent la police, il y a des gens qui la défendent au niveau médiatique, au niveau politique, et pourtant même dans le camp des « je soutiens la police », personne ne parle de ça. Comment on peut l'expliquer ? Il y a quelques années, quand il y a eu beaucoup de suicides, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans,
En 2019, on en a beaucoup parlé à ce moment-là. On parlait du nombre de suicides, on les calculait même en se disant... nous, on voyait ça défiler tous les jours. Et en réalité, à l'intérieur de notre institution, tout le monde sait ça. Tous les policiers qui le lisent, tous les retours qu'on a, c'est pareil chez nous, on connaît, tout ça on sait. Voilà. Les policiers n'apprennent rien. Hein. En revanche, souvent, ils ont la sensation de dire oui, mais dans ce service-là, c'est particulier. C'est-à-dire qu'ils ramènent une situation à quelque chose de particulier, comme si c'était une exception. Et le fait d'écrire ça, c'était de montrer que non, tout ça, c'est pas des exceptions. Ça se passe de la même manière partout sur le territoire, quel que soit le service. Donc c'est indépendant entre guillemets des gens. Et c'est démontrer que ça se passe partout de la même manière. Et on a eu aussi des témoignages de magistrats. Donc du coup, on voit que dans la magistrature, on utilise les mêmes ressorts, la médecine, la protection fonctionnelle, tout ça. Et effectivement, dans le livre, le fait de le raconter, c'était d'incarner toutes ces problématiques-là dans le quotidien pour que les policiers se rendent compte de ce que peuvent vivre les policiers quand ils vont, eux, rédiger un faux PV pour couvrir telle personne ou telle autre, de toute l'implication que ça a derrière et qui suivent pas forcément, parce qu'après la personne elle est en maladie, on la voit plus, elle a été mutée, c'est plus notre problème, on voit plus, on déplace le problème et donc du coup il n'est plus visible. C'est un livre à destination des policiers ? La première intention, en tout cas, de ce livre, c'était de dire aux policiers, vous n'êtes pas seuls, ça peut arriver dans différents services, différents endroits, et c'est les mêmes schémas, c'est les mêmes mécaniques, c'est le même système de fonctionnement qui pousse justement à l'isolement des policiers qui tenteraient de révéler. Alors, on va dans cette histoire, il y a différents acteurs, il y a les policiers, il y a leur hiérarchie, et il y a d'autres acteurs, il y a les syndicats de policiers, qu'on va évoquer si vous le voulez bien. Donc, vous êtes syndicaliste, d'un syndicat minoritaire dans la profession. Ah, très minoritaire. Très minoritaire. Rattaché à la FSU, qu'on connaît davantage pour être une fédération d'enseignants. Tout à fait. Il y a quand même quelque chose de paradoxal. Quand on observe les rapports de force, la façon dont les choses se passent, on a l'impression que jamais les syndicats de policiers n'ont été aussi puissants vis-à-vis du ministre. Et pourtant, la situation que vous nous décrivez, on a l'impression que ça n'a jamais été aussi difficile d'être policier. Alors que, normalement, on devrait se dire, si un syndicat est fort, il est capable d'apporter des solutions, de contraindre l'appareil administratif à opérer des vrais changements dans le quotidien. Et on n'a pas du tout l'impression que c'est ce qui se passe. Ben non, mais parce que la vocation du syndicat n'est pas de défendre le policier. La vocation du syndicat, c'est de défendre sa propre place. Et comme sa place, c'est le gouvernement qui le lui donne, après, c'est un jeu... entre les deux, tu me donnes ça, je te donne ça. C'est de la cogestion. Mais complètement, ça n'est que ça. Complètement, et la plus grosse problématique justement depuis des années, c'est justement la cogestion entre les grades et les mutations entre les syndicats majoritaires et l'administration, qui font que les policiers adhèrent à des syndicats parce que ils ont besoin de muter à tel endroit ou ils ont besoin d'obtenir leur grade, et que c'est que les syndicats majoritaires qui ont le pouvoir justement de cette cogestion-là avec l'administration. Ce qui fait que le rôle des syndicats de police est complètement dévoyé actuellement. C'est pas un contre-pouvoir. Exactement, ce n'est plus un contre-pouvoir, et on voit, et c'est d'ailleurs pour ça, à titre personnel, dans mon témoignage, qu'en 2016, il y a eu le mouvement des policiers en colère. Vous en étiez partie prenante. Le traumatisme de Viry-Châtillon, la goutte de trop. Voilà, c'était tellement absurde et tellement révoltant qu'on s'est tous retrouvés spontanément dans la rue pour dénoncer ça et pour dénoncer aussi l'immobilisme des syndicats. Exactement, qui se démarquait des syndicats parce que l'intérêt individuel particulier, on va dire, des organisations syndicales prime malheureusement sur l'intérêt général. Et ça, ce n'est pas acceptable puisque, comme vous le dites à juste titre, on a l'impression que les syndicats de police sont tout puissants actuellement, sauf qu'ils sont tout puissants, mais pas pour régler les problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que on fait cette démarche d'écriture. Et les policiers s'en plaignent. C'est-à-dire que ce sont les premiers à dire que les syndicats, ils ne les supportent pas. Y a pas, je pense qu'il y a une grande majorité, je ne crois pas me tromper, en disant qu'il y a une grande majorité de policiers aujourd'hui qui ont voté pour le syndicat majoritaire, dont je tairai le nom ici, parce que ce n'est pas ça l'intérêt. C'est simplement de dire qu'ils ne se retrouvent pas forcément dans les valeurs qui sont défendues par ce syndicat, mais ils le font parce qu'ils pensent ne pas avoir le choix. Ils en ont besoin pour leur avancement. C'est nécessaire pour leur carrière individuelle. Donc, de ce fait, comme c'est un non-choix, en fait.
Ouais. À titre d'exemple, quand au cours de ma carrière, je bascule du commissariat de Colombes à la brigade des stupes de Paris. Donc je fais tous les tests de recrutement avec la police judiciaire. Et le numéro 2 du service m'appelle à ce moment-là. Il me dit, voilà, monsieur Biran, vous êtes numéro 1 sur la liste. Très bien, on veut vous recruter. Par contre, est-ce que vous êtes syndiqué ? Je lui dis, monsieur, je me suis engagé avec les policiers en colère. Non, je ne suis pas syndiqué. Il me dit, si vous n'êtes pas syndiqué, il y a quelqu'un qui va vous passer devant. Donc vous êtes syndiqué. Donc le commissaire m'a obligé, quelque part, de me syndiquer chez le syndicat majoritaire, dont je ne partage absolument pas les valeurs, pour pouvoir justement avoir une porte de sortie par rapport aux difficultés à Colombes et pour pouvoir avoir ma place dans la brigade des stupes. Donc je veux dire, c'est au quotidien, toutes les étapes de la carrière policière sont guidées justement par l'emprise syndicale, que ce soit pour, là, dans ce cas-là, une mutation, ou même pour avoir le grade supérieur, alors qu'on a passé les examens ou alors qu'on a passé les concours. Parce que faut savoir que quand on passe par exemple de gardien de la paix à brigadier, on peut attendre, dans certains cas, plus de 10 ans pour être nommé, parce que entre-temps, il y a tous les copains syndicaux qui passent devant et ceux qui ont obtenu les qualifications sont obligés d'attendre. Donc, si on n'est pas syndiqué, en gros, on n'avance pas dans la police. Et je pense que quand un policier, le phénomène de la vocation, c'est pas, on n'a pas vu de la lumière, on n'est pas fonctionnaire. La vocation, c'est vraiment un truc qui vient de l'intérieur, ça vient du ventre et on a la niaque et on a l'envie. Quand on se retrouve dans ces situations-là à devoir ou s'auto-censurer ou dans une injustice permanente qui est à l'intérieur de la maison, ce truc-là, ça ronge. Et il y a de plus en plus de policiers qui le vivent mal, qui ont plus de difficultés à s'en défaire ou à mettre ces problèmes-là de côté. Donc ça crée beaucoup de dissensions dans les services. C'est récurrent. Moi, en tant qu'officier, je passais mon temps à éteindre des feux parce que justement, ça crée des guerres internes et des guerres intestines que personne ne veut résoudre. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus, pour moi, sur ces 12 dernières années, entre le moment où je suis rentrée et aujourd'hui, j'ai la sensation que les policiers vont de plus en plus mal. Alors que pour autant, depuis 2016, quand il y a eu le mouvement des policiers en colère, ils se sont beaucoup axés sur les problèmes de moyens, les problèmes de véhicules et la vétusté des locaux. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Des super bagnoles partout, des locaux neufs un peu partout sur le territoire. Donc il y a un vrai effort qui a été fait là-dessus. Mais en termes de management, etc. Mais rien du tout. Et le malaise persiste et on constate en plus la conséquence pour le citoyen, c'est que on se coupe des attentes du citoyen puisque voilà, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a la politique du chiffre, il y a les orientations politiques qui sont données à la police et derrière on se retrouve avec des personnes qui viennent nous solliciter, qui sont en demande forcément puisque quand on va dans un commissariat de police, c'est pas par gaieté de cœur en général, c'est pour déposer plainte, pour signaler des choses et on voit que en fait la police ne répond pas aux attentes des citoyens, donc ça crée en plus une distance et un fossé qui crée une perte de sens pour les policiers, puisque les policiers ils sont pas là pour œuvrer tout seuls dans leur coin et régler leurs petites enquêtes ou faire leurs interventions tout seuls. Ils sont là justement en réponse pour les citoyens, et comme le dit justement Agnès, c'est une vocation de répondre aux citoyens, et malheureusement, le policier qui n'arrive pas à répondre au quotidien pour X ou Y raison, il perd le sens de son métier et il commence à en souffrir. Et ça, il le vit pas bien. Ouais. Et ça fait du dégât. Beaucoup de dégâts. Ouais. Et après, il y a plein, alors on pourrait nous dire, oui, mais si ça vous convient plus, vous pouvez démissionner, par exemple. Ça, on l'a déjà entendu, mais démissionner, ça veut dire abandonner. Et on peut pas. Je veux dire, la vocation, elle est là, elle reste. Donc, c'est compliqué. Voilà. Et alors, justement, après le mouvement des policiers en colère 2016, il y a eu 2017 qui a été notamment marqué par le mouvement des Gilets jaunes. À ce moment-là, le pouvoir a peur. Il a eu très peur. Il a tenu grâce à sa police, ce moment-là. Là, les policiers auraient pu demander à peu près n'importe quoi. C'était en position de force face à Christophe Castaner. Ils auraient pu demander la fin de la politique réelle du chiffre, une révolution managériale. Et à ce moment-là, les syndicats, ils ont demandé une augmentation légère et quelques primes. Voilà. Pauvo était prêt à tout lâcher pour s'assurer du soutien des policiers, parce qu'ils avaient eu vraiment très, très, très peur. Comment vous expliquez que, alors on l'avait un peu déjà expliqué, mais que ce syndicalisme policier majoritaire, il soit si peu ambitieux et qu'il ait aussi peu envie de traiter les problèmes, ce que vous décrivez comme les problèmes de fond, à la racine?
Parce qu'il y a un problème de culture policière. Je veux dire, la culture policière, pour l'instant, elle n'est pas à l'autocritique, elle n'est pas à la remise en question. Et donc, on garde toujours les mêmes schémas, à savoir, quand on a la possibilité de demander quelque chose, je me positionne d'un point de vue du syndicat, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander des effectifs, des moyens. Des effectifs, des moyens. Or, comme on l'a justement souligné tous ensemble tout à l'heure, depuis 2016, depuis 2017, il y a beaucoup d'efforts budgétaires qui ont été faits. Il y a vraiment, on voit la différence des travaux de rénovation, des nouveaux véhicules, etc. Mais ça ne résout aucun problème. Parce que les syndicats ne sont pas en prospective de réflexion pour une vision à long terme. C'est d'ailleurs la problématique des dirigeants policiers et des ministres successifs qui utilisent la police. Il n'y a pas de vision à long terme. On est capable de se projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire maximum 5 ans en fonction de la prochaine échéance électorale. Mais il n'y a pas de réelle vision à long terme du service public de sécurité. Oui, mais quand on écoute les syndicats de policiers majoritaires, on les entend énormément sur les plateaux de télévision, parfois devant l'Assemblée nationale, hurler que le problème de la police, c'est la justice, c'est le laxisme. Le problème de la police, c'est la justice! Que ce qui est insupportable, ce qui créerait le mal-être des policiers, c'est le fait que les gens soient replacés en liberté après leur garde à vue. La présomption de légitime défense, voilà, ça c'est les thématiques qui sont portées par ces syndicats-là, qui sont marqués politiquement. Mais on les entend jamais sur les thématiques que vous évoquez. Mais parce que ça fait pas partie j'ai un vrai sujet de réflexion sur la politique pénale en règle générale. Ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un référendum, par exemple, sur les infractions sur les stupéfiants? Si on demandait à tous les Français, est-ce que vous voulez une politique pénale de répression sur la consommation des stupéfiants? Est-ce que c'est nécessaire de mettre entre 60 et 70% des forces de police là-dessus? Alors, en plus, on ne parle même pas du fait d'être... on n'est pas efficace dans ce qu'on fait. Mais au-delà du fait de ne pas être efficace, c'est est-ce qu'on préfère protéger les biens, parce que tout ça, ça fait partie des biens, ou est-ce qu'on préfère protéger les personnes? Je veux dire, on parle souvent des violences qui sont faites aux femmes. Bon, ça, c'était le sujet, on va dire, sur ces 5 dernières années. Peut-être que là, maintenant, on va arriver peut-être sur les violences sur les enfants. Ce serait pas mal aussi, parce qu'il y a de quoi dire et il y a de quoi faire. Mais ces unités-là, ils ont quasiment pas de moyens, ils n'ont pas de policiers, parce que c'est une action policière qui n'est pas du tout mise en valeur. Est-ce que c'est ça que les citoyens français, ils ont envie de ça ou pas? C'est-à-dire que si on ne définit pas une politique pénale avec, puis je sais pas moi, le rôle de la sanction pénale, on réfléchit pas à ça. Si on fait des prisons, on les met en prison, ok, et après, je veux dire, quand on regarde ce qui se passe en prison, il y a aussi beaucoup de choses à dire, et je suis pas sûre que ce qu'on a aujourd'hui, ce soit hyper efficace. Donc nous, on est en bout de parcours, mais il faut remonter, du début, quelles sanctions on veut, et donc quelle justice on veut, et donc quelle police on veut. Si toutes ces questions-là, on se les pose pas, on fait du coup par coup, ou de la réaction, ou de la réactivité comme on veut, sur la légitime défense, parce qu'il y a eu ça, parce qu'on leur a filé des gilets lourds, et puis des armes pour lesquelles ils sont pas formés, et donc du coup, on se retrouve avec des incidents, mais qui sont courus d'avance, en fait. J'ai perdu ma main suite à l'explosion d'une BF4. J'ai perdu l'usage de mon œil droit, j'ai pris un tir de LBD 40. Un tir de LBD 40, plein dans l'œil. Mais après, c'est pas grave, on va faire un nouveau code, et puis alors on va les reformer, on va dire que maintenant on fait plus ci, on fait ça, on passe notre temps à parler du maintien de l'ordre, et voilà, puis là maintenant on passe du préfet Lallemand au préfet Nunez, et puis ça va encore changer, et puis... On n'en sort pas. Et en fait, c'est juste que pour moi, on ne résout pas vraiment le problème, en fait. Et on n'en sort pas parce que les syndicats majoritaires, pour le coup, ils ont intérêt à ce qu'on n'en sorte pas. Ils ont intérêt à ce qu'on ne sorte pas du statu quo. Et donc, ils vont polariser le débat public. On le voit dans leur prise de position médiatique où c'est clairement caricatural. C'est soit on est pour la police, soit on est contre la police. Alors qu'il y a quand même beaucoup plus de nuances entre les deux. On peut être pour la police et avoir un regard critique de la police. On peut être contre la police et penser qu'il y a des flics qui font bien leur travail. Et vouloir qu'elle s'améliore. Exactement. Donc, je pense que c'est encore une fois une culture professionnelle qui est là pour le coup influée par les syndicats, de ne pas se poser des questions, de ne pas réfléchir ensemble avec les citoyens qui justement seraient en droit d'attendre un service public de sécurité de meilleure qualité. Et voilà, malheureusement, on reste dans le statu quo. C'est quel service public on veut, en fait? C'est pareil, quel état de santé on veut, quels hôpitaux... je veux dire, c'est tout. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut de la police? Qu'est-ce qu'on attend de la police? Qu'est-ce que fait la police? Et ça, cette question, elle n'émerge pas dans le débat public. Oui, et puis d'accepter aussi, si on veut que la police se progresse, il faut accepter aussi sa critique. Quand on voit que systématiquement, mais de façon quasiment pavlovienne,
dès qu'il y a un fait divers qui implique un policier, un soupçon de bavure, voilà, avéré ou non, mais que le premier réflexe des syndicats de policiers, c'est de courir sur les plateaux de certaines chaînes d'infos pour expliquer que de toute façon, on n'a pas le contexte, et puis bon, oui, il lui a tiré dans le dos, mais... Selon les éléments que nous possédons au moment où je vous parle, pour nous, les éléments constitutifs de la légitime défense semblent être présents. Voilà, il y a une espèce d'instinct quasiment grégaire et c'est pas comme ça qu'on avance et qu'on essaie d'éviter que peut-être que une partie de la population ait très peur de sa police. C'est pas ça le but. Et quand on les entend, on n'a pas l'impression que ça leur vienne à l'esprit. Par exemple, il faut en sortir, et c'est malheureusement le déni généralisé. Syndicats, le ministre de l'Intérieur, le président, la haute administration policière, qui fait qu'il n'y a pas de remise en question, donc il n'y a pas de possibilité d'évolution pour solutionner les problèmes. Ceux qui font des conneries, on leur donne des grades juste au moment où ils font, et puis les autres, on les torpille et on les met au placard, au rebut, ils en bougent plus en fait. Et en sortir, c'est très long, c'est même quasi impossible en fait. C'est-à-dire, moi, je suis témoin d'une infraction, il y en a un autre qui la dénonce, mais moi, en tant que témoin, mon intérêt individuel, c'est surtout de fermer ma gueule, parce que sinon, je vais avoir une mauvaise notation, pas de prime, pas de mutation, je vais me faire sanctionner, je vais être dans le viseur. Et ça, vous le prenez, vous le mettez à n'importe quel niveau de la hiérarchie, et ben ça marche toujours pareil. Si on dit, chaque viol que vous avez constaté, vous l'avez élucidé, et puis vous avez trouvé l'auteur, vous aurez des primes. Ah, mais peut-être qu'on aurait moins de problèmes. Mais comme ça n'est pas la priorité du gouvernement, parce que l'atteinte aux personnes, manifestement, c'est pas dans la priorité de la politique pénale, et donc du gouvernement, ce qu'on protège, ce sont les biens. Les deux services en France qui ont quasiment, alors j'ai pas compté, hein, mais je l'ai appris en plus il y a pas longtemps. Jusqu'ici, je pensais que c'était que le groupe central mineur, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la grosse pédocriminalité, c'est-à-dire ceux qui produisent les films pédopornographiques qu'on retrouve après partout. Ils sont 19 en France. On a 20 policiers, une vingtaine de policiers en France qui s'occupent de ça au niveau international. Dans les pays à côté, ils sont 200, 300. Délinquance en col blanc, je me dis que j'étais un peu plus quand même. Ils sont 20 ou 14, je ne sais plus, enfin ils sont dans la même proportion. Pourquoi ? À qui ça profite ça ? À qui ça profite qu'on n'ait pas assez d'enquêteurs pour pouvoir fouiller ces dossiers-là ? En fait, on instrumentalise les policiers pour servir un objectif du politique et qui est celui du politique et qui n'est pas plus, je ne sais même pas si un jour ça l'a été, celui du citoyen. Et c'est ça qui est, pour moi, qui devient dramatique parce que au final, aujourd'hui, on n'est plus une police républicaine et citoyenne. On est, je sais pas, on est un bras armé du gouvernement. Article R 434-17 du Code de la sécurité intérieure. Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu. Or, le cas est dans les conditions prévues par l'article 63-7 du Code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ou le gendarme, ayant la garde d'une personne appréhendée, est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port, des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. Moi, je suis un ennemi de l'intérieur et de longue date, si vous voulez, pour le ministère. Tabasser des manifestants comme s'ils étaient nos ennemis, c'est pas notre rôle, en fait. Cette semaine, l'actualité française a encore été marquée par des violences policières. On a vu les images de Clément, 20 ans.
On a vu aussi ressortir des échanges racistes entre des policiers. Et donc nous, on a eu envie d'en interviewer un. Mais pas ceux que vous voyez d'habitude sur les plateaux télé. Il s'appelle Noam Anwar, il est flic et lanceur d'alerte. Et vous allez voir que son discours est très critique sur la police. Bonjour Monsieur Anwar. Bonjour. Aujourd'hui, on en est à 319 blessures à la tête, 25 éborgnés, 5 mains arrachées, 2 morts. Et le gouvernement refuse toujours de parler de violences policières. Est-ce que vous, c'est une expression que vous assumez? Il y a des individus qui commettent des violences et qui sont finalement responsables de leurs actes, au plan individuel. Mais qu'est-ce qui motive le fait de pouvoir frapper au visage de façon très insistante une personne menottée au sol? Regardez votre collègue, qu'est-ce qu'il fait? Le fait que la personne est crachée, ça fait partie du métier de policier. Il faut prendre conscience que parfois on peut rencontrer l'hostilité, les personnes vont nous insulter, les personnes vont parfois se débattre, et il faut justement avoir la hauteur d'esprit de pouvoir les présenter à la justice. Mais en aucun cas, la personne ne doit être châtiée ou punie sur le moment en procédant à des sévices corporels, si vous voulez. Et moi, mon discours, c'est un discours justement qui les appelle à réfléchir et à prendre un petit peu en maturité, parce que considérer que les manifestants qui manifestent contre la politique de Macron sont nos ennemis parce qu'on est employé par l'État, c'est une preuve d'immaturité. Et donc tabasser des manifestants comme s'ils étaient nos ennemis, c'est pas notre rôle en fait. Nous sommes là pour en principe justement assurer la sécurité des manifestants qui réclament finalement de la justice sociale. Manu, le jour où il était à Paris, il discutait calmement avec ses amis. Il s'est pris une cartouche en plein visage et maintenant il est borgne, donc il est handicapé à vie. Si vous couvrez ça d'une pseudo-solidarité collégiale et corporatiste, je me pose la question de savoir comment ces gens arrivent à se regarder dans le miroir tous les matins. La majorité des policiers auteurs de ces actes vont se retrancher derrière les consignes de leur hiérarchie et a priori, on pressent quand même que le système policier a tendance à les exonérer de leurs responsabilités jusqu'à présent. Mais vous parlez de consignes, il y a des consignes claires? Non, ça se fait pas comme ça, c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chef de service qui va vous dire allez-y, tabassez les manifestants. Il y a un système qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que l'IGPN dit nous on aimerait bien agir contre les violences policières, mais on n'en connaît pas les auteurs, on n'arrive pas à les identifier. Mais sur le terrain, quand ils portent pas leur RIO pour pouvoir être identifiables, personne ne les y oblige non plus. Ils ont le droit de continuer à nous prendre pour des imbéciles en disant qu'ils ne sont pas identifiés, qu'il ne s'est rien passé, etc., etc. C'est même devenu une blague sur les réseaux sociaux, selon l'IGPN, et les gens font des blagues derrière. Vous voyez, donc quelque part, ce sont des gens qui ont sali l'institution policière. Et moi, je milite justement pour l'instauration d'une institution indépendante du ministère de l'Intérieur pour le contrôle des activités des forces de l'ordre. Il y a une autre forme de violence policière dont on a beaucoup parlé cette semaine aussi, qui est le racisme. On a vu ressurgir une conversation WhatsApp avec des messages homophobes et racistes. C'est la police qui est raciste? Non, encore une fois, moi je crois en la responsabilité individuelle. Maintenant, j'accuse les responsables de la police et de l'IGPN de sous-estimer volontairement l'état justement de la xénophobie et du racisme au sein de l'institution. Les responsables se sont contentés de muter le fonctionnaire noir justement qui avait déclaré les faits, et les autres effectivement sont a priori maintenus. Peut-être que ils seront suspendus par la suite. En attendant, je suis pas très inquiet pour eux. Je suis plus inquiet pour moi que pour eux justement. Mais donc c'est bien du racisme institutionnalisé à ce niveau-là? Mais bien entendu, la police nationale est une institution qui est gangrénée par l'extrême droite. Ça ne signifie pas que tous les policiers sont racistes, il y a de tout, mais plus d'un collègue sur deux est un électeur d'extrême droite, et parfois, je dirais que même les idées du Rassemblement national semblent en deçà du mode de pensée des fonctionnaires de police. Je connais même une personne qui était en stage dans une BAC qui me disait ils écoutaient Chevrotine, un groupe qui s'appelle Chevrotine, que je connaissais pas d'ailleurs, je suis allé voir ensuite sur internet, et j'ai bien compris ce dont il s'agissait. Ce soir-là, on a descendu là-dessus, toutes les cités à nettoyer nos quartiers. Donc ils écoutaient Chevrotine pendant les patrouilles. Pourquoi vous avez voulu vous engager dans la police? Alors au départ, c'était pour améliorer l'environnement qui m'entourait. Moi, j'étais un enfant de Goussainville, d'une banlieue difficile, et j'ai toujours pensé qu'un jour, je reviendrais travailler en tenue dans ma ville et que je pourrais concourir à l'amélioration du cadre de vie. Je ne pensais pas travailler en zone sensible pour aller corriger la racaille. Et ce qui permet de faire avancer les choses, c'est de dénoncer les dysfonctionnements et d'y apporter des correctifs. On est avant tout justement des auxiliaires de justice et on ne peut pas se soutenir dans toutes les circonstances. Et là, effectivement, l'étau est en train de se resserrer. Il sait très bien justement que toute cette caste ait été solidaire, parce que justement, quand la question va apparaître sur la scène publique et l'évidence justement va se manifester, peut-être que toutes les personnes qui ont couvert tout ce qui s'est passé vont tomber en même temps en fait. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous remercie de me donner la parole et à bientôt. À bientôt, merci. On se retrouve la semaine prochaine à 16h pour un nouveau Fauna. Espèce de sale bougnoule. Je donne pas à boire aux négros. Pourquoi t'es arabe? Pourquoi tu fais le ramadan? Tu peux pas être comme tout le monde?
Qu'est-ce que tu fous dans ce pays? Casse-toi, rentre chez toi. Des trucs de malade, quoi. Et là, donc, on va parler aux collègues. Voilà. Et on lui dit arrête. Je m'appelle Amar Ben Mohamed, je suis brigadier chef à la préfecture de police de Paris. Je travaille de nuit depuis 20 ans. Je suis responsable d'une unité qui se nomme l'unité de transfèrement, nuit, l'UTN, et je suis affecté au sein du tribunal de Paris. En fait, en 2017, on était dans les débuts de l'existence de l'UTN. Ça bossait super bien, il y avait une bonne ambiance, j'avais des collègues gradés et des collègues gardiens qui étaient au top. Les premiers nuages, c'est quand on a eu les premiers incidents avec les déférés qui, au dépôt de Paris, nous disaient « Mais putain, on va la tuer ta collègue là ». Et on leur disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il nous dit « Mais attends, on n'a rien fait, on va en trou, on a perdu ». On s'est fait attraper, on s'est fait interpeller, on a été placé en garde à vue, on a comparu et on va au trou. On a tout perdu. On lui demande de l'eau, on lui demande à manger, on le demande poliment, on vous voit. On se fait insulter, pourquoi t'es arabe, pourquoi tu fais le ramadan, tu peux pas être comme tout le monde. Qu'est-ce que tu fous dans ce pays, casse-toi, rentre chez toi. Des trucs de malade, quoi. Et là, donc, on va parler aux collègues. Voilà. Et on lui dit arrête ton délire, tu fais quoi là? En plus, tu nous rends la situation explosive. Et donc, en fait, ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on a constaté, c'est ferme ta gueule, va mourir, espèce de sale bougnoule. Je donne pas à boire aux négros, ce qui était assez risible, puisqu'il y avait des collègues d'origine africaine ou antillaise qui bossaient au dépôt, donc sympa pour les collègues en plus. Et puis on était quelques arabisants, quoi, donc par respect, quoi, déjà au moins, mais non, ils s'en foutaient. Et puis ça leur donnait pas à manger, ou alors des fois quand nous on intervenait, ça allait chercher à manger, ça le jetait par terre, froid, super, ou ça le chauffait et ça le jetait par terre. Et dans le pire du pire, donc ça je l'ai pas vu, ça a été rapporté par les personnes qui s'en sont vantées elles-mêmes. Elles ouvraient si tu veux, c'est des barquettes de plats, hein, comme tu vois à Auchan, Carrefour et tout ça, plats tout faits, donc tu les passes au micro-ondes 2 minutes et puis tu les donnes aux personnes. Et bien en fait elles ouvraient, elles crachaient dedans et elles le filaient au mec. Bien sûr, le mec ne l'avait pas vu cracher dedans. Mais elle est retournée au pointage et elle s'en vantait. Et elle était toute fière. Le dépôt de Paris était très chaud la nuit, en termes de température. Les radiateurs fonctionnaient, des fois y compris pendant l'été, et les cellules n'étaient pas ventilées ou très très peu ventilées. Et donc, il y avait une consigne qui demandait à ce qu'on ferme les trappes d'aération extérieure, pour éviter des évasions. Bon, ça, c'est très, très rare. Enfin, mais ces personnes de ce groupe-là, donc, les refermaient justement pour les priver d'air, en fait. Pour accentuer le côté étouffement un peu de leur situation. Et c'était expliqué, hein, c'était justifié, ils s'en vantaient. Hein. Bien fait pour leur gueule. Et nous, on ouvrait, et ils faisaient un truc comme 40 degrés, c'était intenable. On n'est pas là pour faire de l'angélisme. Hein. On n'est pas là pour dire ils sont gentils et les flics sont méchants. Non, non, je défends les collègues. Mais ce qu'ils faisaient, c'était de la torture, quoi. C'était du sadisme. C'était un truc qui était... quand tu les rabaisses, quand tu les insultes, quand tu les discrimines, déjà, psychologiquement, tu portes atteinte à leur dignité. Mais l'acte de torture et de barbarie, il est constitué, l'infraction, lorsque tu le prives, en plus, en lui expliquant pourquoi tu lui donnes pas de l'eau, voilà, ou de la nourriture. De l'eau, juste de l'eau. Au pire, j'ai du boulot, j'ai pas le temps, etc. Je lui dis, écoute, excuse, je te file que de l'eau, je peux pas, j'ai pas le temps, là, je dois faire rentrer les nouveaux arrivants, etc. Mais dans 1 heure, je te refile un plat. Ou des gâteaux secs même, du jus d'orange, on a ça. Mais pas de l'eau. De l'eau, c'est super simple. Tu ouvres le robinet, tu prends un gobelet, tu lui donnes, point. Ça fait 20 ans que je suis flic. Je connais plein de collègues qui bossent super bien, y compris dans le 9-3, dans des endroits difficiles, etc. Et là, j'ai des petits jeunes qui sortent d'école, qui n'ont quasiment rien connu à la vie, qui n'ont jamais bossé avant, ou très peu, et qui se permettent des comportements qui vont nuire
après aux collègues. J'ai des collègues qui bossent dans des conditions difficiles et qui sont au courant de cette affaire. Ils me disent, pour moi, ce ne sont pas des collègues. Ceux qui ont fait ça ne sont pas des collègues. Ce sont des gars qui n'ont rien à faire chez nous. Le mot qui revient, c'est ils n'ont rien à faire chez nous. Même les syndicalistes me l'ont dit. Ils me disent qu'ils ne vont pas me défendre, qu'ils vont me les défendre eux parce qu'ils représentent un volume, parce que c'est plus facile à faire, puis ça évitera de jeter l'eau propre sur la boîte, d'étouffer, de mettre le couvercle, etc. Mais pour nous, ils n'ont rien à faire chez nous. Après avoir regardé nos feuilles de bord, les souvenirs qu'on a en commun, moi et les collègues de ces nuits-là, c'est plusieurs centaines de personnes qui ont été stigmatisées en fonction de leurs origines, et peut-être même bien plus, moi je dirais 1500 minimum. La politique de ma hiérarchie, alors que j'ai essayé de régler le problème en interne, ça n'a pas marché. Le problème en interne avec la hiérarchie immédiate, ça n'a pas marché. En avisant ma hiérarchie du service qui n'a rien fait, sauf me tomber dessus sur moi, sur mon unité, et en avisant l'IGPN, ce qui n'a rien changé. Et à un moment donné, vous êtes au pied du mur. Vous ne pouvez pas faire autrement que de signaler les faits. Ce que la justice nous demande, ce que les juges nous demandent aussi, ce que le public nous demande. Ils nous disent, on veut bien vous respecter, vous, la police, mais soyez exemplaires. Notre hiérarchie, le préfet de police de Paris, le ministre de l'Intérieur nous demandent d'être exemplaires. Ils nous le disent, les uns après les autres. Des collègues qui ne représentent pas la majorité ont fauté gravement, lourdement, sur plus d'une année, et bien plus pour d'autres. Ils ont été couverts localement, ils ont été couverts à un autre échelon. On les a laissés faire, et ceux qui ont signalé, ceux qui ont dit non, qui n'ont pas mangé de ce pain-là, ceux qui ont osé dénoncer, parce que c'est pas dur, enfin, c'est pas facile de dénoncer, parce que là, c'est fini. Là, en plus, maintenant, il y a mon nom, il y a ma tête, mais pour les autres collègues aussi, parce qu'il y en a d'autres collègues gardiens qui ont osé dénoncer, c'est être mis au banc. On ne nous disait plus bonjour. Il y a des vestiaires qui ont été dégradés. On ne l'a même pas dit à l'IGPN, parce qu'on s'est dit, ils s'en foutent, enfin, tout le monde s'en fout de ce qui nous arrive. On s'est dit, ça ne sert plus à rien de leur dire maintenant ce qui se passe. Donc maintenant, je viens vous voir parce que je suis au bout du bout en termes de recours, en fait. Et il faut que ça sorte, il faut que ça se sache. Mais si, en fin de compte, moi et mon unité, on disparaît comme c'est ce qu'ils souhaitent et ce qui risque d'arriver, qu'est-ce qui nous dit que ça ne va pas se reproduire, là? Parce qu'on a la même hiérarchie. Il n'y a rien qu'à bouger. Qui nous dit que dans 6 mois, 1 an, ça ne va pas être encore ambiance, je ne veux pas dire le mot, mais Adolphe et Benito, quoi. Moralement, ça a été difficile pendant longtemps. Parce que une chose qui est compliquée, c'est de se faire taper dessus alors que tu fais exactement ce qu'on te demande de faire. De se faire taper dessus et de devoir protéger tes gars, parce que pendant un long moment, ils ont tapé sur mon unité, puis après, ils se sont arrêtés. Ils se sont concentrés sur moi. Ce qui est difficile, c'est de rentrer le matin après avoir fait des nuits et s'être pris des réflexions, des remontrances, des sanctions même des fois, non méritées, et de serrer les dents, parce que tu n'as pas le moral après, parce que tu te dis à quoi ça sert, quoi, pourquoi pas laisser tomber, change de service, vas-y bouge. Mais c'est pas la première fois que ça se produit, et ce qui est difficile, c'est de savoir qu'on pense au sommet, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un petit groupe de personnes, un petit groupe de gradés, d'officiers, qui a décidé, pour leur plan de carrière, pour leur tranquillité, de passer ça sous silence. Et que tout le harcèlement qui en découle, c'est le plaisir égoïste de ces quelques personnes, le plaisir sadique. Ce qui n'est pas facile aussi après, c'est de voir tous les autres collègues qui t'ont soutenu te dire chef, je laisse tomber. Parce que si vous, qui êtes chef d'unité, OPJ au sein du tribunal de Paris, ils arrivent à vous mettre la misère, nous qui sommes juste petits gardiens, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai des valeurs et je lâche pas. Je préfère une défaite honorable à une victoire frauduleuse. J'ai toujours su que les dindons, ça allait par troupes. Et que ceux qui ont vraiment
le cœur à ce métier. Hein, les anciens qui m'ont appris, hein, ils m'ont dit quand tu tiens la vérité, tu la lâches pas. Et regarde, bébé Louis, un commissariat. N'aie pas peur, bébé Louis. C'est juste un policier qui fait son travail. Salut les amis! Je vous souhaite la bienvenue au commissariat. As-tu vu le policier, le policier, le policier? As-tu vu le policier qui est là pour nous protéger? Oui, je suis le policier, le policier, le policier. Oui, je suis le policier, je suis là pour vous protéger. Hey petit, tu vas apprendre à dire bonjour comme un vrai policier? Voilà comment on fait. As-tu vu le képi du policier, du policier? As-tu vu le képi que le policier porte? Oh oui, ça c'est mon képi, mon képi, mon képi. Oh oui, ça c'est mon képi pour votre sécurité. Voici mon képi, bébé Louis. Oh, je pense qu'il en faudrait un plus petit pour toi. Voilà qui est mieux. As-tu vu la voiture de police, de police? As-tu vu la voiture que le policier conduit? Oh oui, ça c'est ma voiture de police, de police. Oh oui, ça c'est ma voiture pour patrouiller dans la ville. Ceci est la voiture de police, bébé Louis. Ne t'inquiète pas, bébé Louis. Toutes les voitures de police ont des sirènes et des gyrophares. Vois-tu l'insigne police du policier, du policier? Vois-tu l'insigne de police que le policier porte? C'est mon insigne de police, de police, de police. C'est mon insigne de police pour votre sécurité. Regarde comme il brille, bébé Louis. Oh, ne t'en fais pas, bébé Louis. J'ai quelque chose pour toi. Maintenant, tu es un vrai policier. As-tu vu les menottes du policier, du policier? As-tu vu les menottes pour arrêter les méchants? Oh oui, ce sont mes menottes, mes menottes, mes menottes. Oh oui, ce sont mes menottes pour vous protéger. Tu vois mes menottes, bébé Louis? Ils servent à attraper les méchants qui font des bêtises. As-tu vu la radio du policier, du policier? As-tu vu la radio que le policier porte? Oh oui, ça c'est ma radio de police, de police. Oh oui, ça c'est ma radio pour votre sécurité. Alors ça, c'est ma radio, bébé Louis. Les amis, nous allons faire une petite balade. Allons-y! Nous sommes les